Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, Joseph Kabila face au monde. C'était hier soir à la tribune des Nations Unies. Sans pour autant citer nommément le Rwanda, le chef de l'État exige des sanctions contre ceux qui déstabilisent la RDC. À suivre dans un instant de nombreuses réactions à propos de ce discours. Autre actualité à découvrir, François Hollande a dévoilé son agenda lors du prochain sommet de la francophonie à Kinshasa. Le président français ne passera pas la nuit dans la capitale de la RDC. Il arrivera le 13 et repartira le même jour dans la soirée, ce qui suscite des commentaires dans divers milieux congolais. Enfin, la province orientale touchée par le virus d'Ebola, la MONUSCO vient à la rescousse du ministère de la Santé en annonçant son aide à la lutte contre cette épidémie. Merci de rejoindre la télé républicaine pour vous informer. Bonsoir, je l'ai annoncé il y a un instant, le chef de l'État Joseph Kabila à New York, la RDC, pour la 67e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Dans son discours, le président de la République a évoqué la situation qui prévaut dans l'Est du pays, condamnant ainsi la guerre soutenue par des forces extérieures et ceux qui sont contre la paix. Joseph Kabila a réitéré l'engagement de la RDC dans la consolidation de la paix. On écoute un extrait de son discours. Ouvert pour la première fois, il y a à peine 10 ans, dans un pays dont l'indépendance est cinquantenaire, les chantiers de la démocratisation de la vie nationale, de la construction de l'état de droit, du développement des infrastructures socio-économiques, de l'amélioration des conditions de vie de nos populations se poursuivent sans relâche. Preuve de la volonté du peuple congolais et de ses dirigeants d'être un facteur de paix et de stabilité. Cet élan est malheureusement menacé par les ennemis de la paix. En effet, depuis le mois de mars de cette année, la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, où le mot paix, stabilité, réconciliation, travail et dignité humaine avaient commencé à retrouver leur lettre de noblesse et redevenus tristement célèbres, non pour la beauté incomparable de ce paysage, ni pour l'extraordinaire richesse de sa biodiversité, mais comme démonstration du mal profond que l'égoïsme, l'extrémisme, le communautarisme et le primat de la loi de la force sur la loi peuvent produire dans une société. Au moment où je vous parle, Monsieur le Président, de centaines de milliers d'enfants, de femmes et d'hommes du Nord Kivu sont privés de paix et font l'objet de traitements inhumains et dégradants de la part d'une force négative dirigée par des éléments impénitents du fait de leur grande capacité de nuisance et de soutien extérieur. Des enfants sont privés d'école et forcés de porter et d'utiliser les armes à feu pour tuer leurs semblables, voire leurs propres frères et sœurs. Le discours de Joseph Kabila à la tribune de la 67e session de l'Assemblée générale des Nations Unies est commenté diversement dans les milieux politiques. Les uns soutiennent que l'allocution du chef de l'État était à la hauteur des réalités du pays, tandis que les autres parlent d'un coaching raté pour la RDC par rapport à la situation dans l'Est. On les écoute au micro d'Oscar Bakandoa et Chako Niembo. J'ai suivi personnellement le discours du chef de l'État que je félicite. Mais parce que le chef de l'État était beaucoup plus bref, concis. Et je crois, si bonne est ma mémoire, il a parlé pendant 2 minutes. Vous savez que le pays est attaqué. Et le chef ne pouvait pas, dans un discours que je peux dire si populaire, parler de n'importe quoi. Le chef a accepté, il a affirmé que le pays est attaqué. Mais le commun des morteurs ou le pécheur aux eaux troubles voulait que le chef de l'État cite nommément les Rwandais. Non, ce n'est pas ça la solution.
Nous attendions beaucoup plus un discours qui soit musclé, surtout en dénonçant clairement et publiquement l'implication du Rwanda dans ce qui se passe à l'Est, mais il a voulu taire les promoteurs ou bien l'agresseur. Cela a été un choc pour la population de l'Est, plus particulièrement et en général pour toute la population congolaise. Donc c'était une occasion pour lui de marquer un but devant ceux-là qui décident. Et là, on a donné l'occasion aux décideurs de considérer que le Congo hésite de dénoncer clairement et publiquement l'agresseur qui est le Rwanda. Des Kinois donnent de la voix à ce discours de Joseph Kabila à la tribune de l'ONU. Si nombreux se plaignent de n'avoir pas suivi le chef de l'État, faute d'électricité, les rares personnes qui étaient devant leur écran de télévision auraient souhaité que Joseph Kabila cite le Rwanda comme principal agresseur de la RDC. Mounif Bosso et Serge Koueté. Le discours de Joseph Kabila prononcé à la tribune des Nations Unies alimente encore les conversations ce mercredi dans la capitale. Les commentaires y vont dans tous les sens. Ils sont nombreux ces Congolais qui disent n'avoir pas suivi le chef de l'État alors que son discours était très attendu au regard de la situation sécuritaire à l'est du pays. Vous savez, ces derniers temps, même au moment où je vous parle, je suis déchargé. Je ne saurais pas atteindre mes affaires. Je n'ai pas pu suivre le président. J'aurais aimé suivre le chef de l'État, mais je n'ai pas pu parce qu'il y avait le délestage. En tout cas, désolé, je suis en train d'apprendre ça, c'est la rue, on n'a pas de courant, il y a des lestages, un délestage, désolé. Les rares qui ont suivi ces discours pensent que le président de la République devrait crever l'abcès et appeler le chat par son nom, d'autant plus que l'agresseur du Congo est connu de tous. Vous voyez la façon dont on a commenté au niveau de RFI, que le président Kagame a parlé d'une façon globale. Il n'a pas parlé des problèmes de sous-région. Mais notre président aussi a parlé que les ennemis nous agressent, au lieu de citer nommément le Rwanda. C'est ça le problème. Pourquoi il a parlé d'une façon globale? Il devrait citer nommément le Rwanda. Il fallait citer le Rwanda, par exemple. Tout le monde le connaît. Je ne sais pas si c'est dans le cadre politique ou bien comment, mais comme ça, il faut vraiment dénoncer. Dénoncer, c'est normal. Signalons qu'en marge de cette Assemblée générale, un mini-sommet sur la situation sécuritaire en RDC sera convoqué ce jeudi par le secrétaire général des Nations Unies. Le souhait de tous les Congolais est de voir les conseils de sécurité des Nations Unies prendre des sanctions contre le Rwanda pour son soutien avéré aux rebelles du M23 qui sèment la mort et la désolation parmi les populations civiles. François Hollande accuse le M23 et appelle au respect de la souveraineté du pays. Le président français a de manière catégorique demandé aux rebelles du M23 de mettre fin à leur aventure qui fait déjà beaucoup de victimes à travers le pays. Ce coup de gueule du président français est analysé dans ce commentaire de la rédaction rendu par Rossi Martin Bouyamba. Le mouvement du M23 serait-il en train de vivre ces derniers jours? On serait tenté de répondre par l'affirmative. Si l'on s'en tient à toutes les condamnations qui fusent de partout contre l'aventure militaire des rebelles du M23, il y a de quoi estimer que le bout du tunnel est à quelques mètres. Le tout nouveau président français François Hollande n'y est pas allé par le dos de la cuillère mardi devant la tribune de la 67e Assemblée générale des Nations Unies. Le président normal a fermement condamné le M23 et à travers lui tous les pays qui soutiennent cette guerre barbare que mènent ces hommes conduits par le colonel en rupture de banc, Vianney Kazarama, devant les effets néfastes qui résultent des affrontements qui opposent depuis quelques mois les forces loyalistes à ceux qui étaient encore, jusqu'il y a peu, considérés comme des mutins. Il y a lieu de révolter les bonnes consciences. Peu avant le chef d'État français, c'est le président de l'Union européenne qui devait lui aussi prévenir que la souveraineté du Congo n'était pas à marchander. Il s'observe qu'à travers le monde, le cri du Congo, les 9 millions de morts tombés gratuitement à cause de l'égoïsme des multinationales soutenues par les affidés locaux, commence à inquiéter l'univers tout entier au point de devenir une préoccupation majeure.
Le M23, qui a déjà installé une administration sur le territoire conquis, crie à gorge déployée pour demander des négociations sans doute pour accéder au pouvoir par raccourci. Toutefois, préviennent les experts, dans le concert des nations, il n'y a jamais eu de pitié. Il faut se battre et garder la tête haute. Les États n'ont que des intérêts, ils n'ont pas d'amis. Hollande, Obama et même pas l'Union européenne ne sauveront le Congo de l'humiliation actuelle. Seuls les Congolais eux-mêmes peuvent prendre leur situation à bras-le-corps et sauver leur nation. La MONUSCO a tenu son point de presse hebdomadaire au cours duquel elle a tiré la sonnette d'alarme sur la situation qui prévaut dans l'est du pays. L'agence onusienne vient de doter les centres de santé des équipements et entrants à Isiro en vue de lutter contre le virus d'Ebola qui se vit déjà dans la province orientale. Jemima Mogo et Evelyn Chibola. Les activités de la 67e Assemblée générale de l'ONU dominent ce face-à-face MONUSCO-Presse. Plusieurs chefs d'État et gouvernement ont pris la parole à la tribune sur la situation du monde, rappelle le porte-parole de la MONUSCO. Au cours de ces 2 journées de débat qui se tiennent à New York, ces dirigeants auront à trouver des solutions pour sortir la RDC de l'agression rwandaise. Le secrétaire général de l'ONU se dit indigné du fait que les gouvernements gaspillent d'immenses quantités de ressources précieuses sur les armes mortelles sans en faire autant pour le développement de l'être humain. Du côté de la situation humanitaire en RDC, grâce à un financement de 1,750 million de $ américains, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et l'Organisation mondiale de la santé ont doté la semaine dernière des équipements et des intrants à la population d'Isiro pour lutter contre l'épidémie d'Ebola. En plus, la MONUSCO a offert un véhicule, 10 motos et 80 vélos, toujours pour cette même cause. 78 cas, dont 32 décès, ont déjà été enregistrés selon le comité de coordination scientifique et technique de cette épidémie. La MONUSCO ne cesse de condamner l'agression dont la RDC est victime. Elle dit faire de son mieux pour protéger des populations civiles dans des zones de conflit. La coopération entre la RDC et la Russie s'intensifie davantage. Les 2 pays ont étudié la possibilité de doter à la police nationale congolaise d'un équipement spécialisé. Le Premier ministre a reçu ce mardi la délégation de Moscou qui travaille dans la compagnie pour l'industrie militaire à la primature de Douendombe. Dans cet entretien, l'intérêt majeur, c'est le renforcement de la RDC dans le domaine militaire par la Russie. Les 2 personnalités ont discuté de la possibilité de doter la police nationale congolaise de l'équipement spécialisé, les moyens de renseignement et autres. Anatoly Klimenko explique. On a discuté les possibilités de la coopération, des modalités de cette coopération, les paramètres de cette coopération. Aujourd'hui, le chef de la délégation fait la présentation de l'équipement à la police nationale. Nous prévoyons aussi, nous avons déjà eu une rencontre avec le ministre de l'Intérieur et nous prévoyons aussi une rencontre avec le conseiller spécial du président dans le domaine de sécurité avec son Excellence M. Lumbi. Soit c'est exactement les recherches de la coopération pour renforcer les forces de sécurité de la police du Congo et pour donner la possibilité de bien défendre l'intégrité territoriale et la sécurité dans le pays pour trouver la paix et la stabilité pour le peuple congolais. La coopération ne se limite pas seulement dans le domaine militaire. La Russie veut aussi implanter une entreprise en RDC qui traite de l'aluminium et qui œuvre dans le domaine de l'aviation civile. Les députés nationaux ont entamé ce mercredi l'examen et l'adoption de la loi organique de la Commission électorale nationale et indépendante, un projet de gouvernement en vue de garantir la transparence et la crédibilité dans le processus électoral. Parmi les innovations, la collégialité dans la prise des décisions et l'intégration de la société civile au sein du bureau. Oscar Bakandoa et Chako Nyembo. C'est une loi importante pour la suite normale du processus électoral, enclenché depuis 2010 et stoppé net au lendemain des élections du 28 novembre 2011, décriées par tous. Ce qui a nécessité la réforme de la Commission électorale nationale indépendante réclamée par la société civile. C'est le ministre de l'Intérieur, Mouyej Manguezemans,
qui a présenté l'économie de ce projet de loi organique, une loi qui apporte beaucoup d'innovations. Ce projet de loi apporte des innovations qui visent l'implication de la société civile dans la gestion électorale, une meilleure cohésion et la collégialité dans le processus décisionnel de la CENI, une meilleure définition des structures organisationnelles de la CENI, une répartition claire des tâches, de responsabilités administratives et opérationnelles au sein de la CENI, une plus grande rigueur et plus de transparence dans la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de la CENI. Quant à la répartition de sièges au bureau de cette institution d'appui à la démocratie, le gouvernement invite la majorité, l'opposition et la société civile à prendre en compte l'équilibre genre. Cette nouvelle formulation de l'article 10 offre l'avantage d'une exigence mieux affirmée de la femme au sein de la CENI, dans ce sens que chaque catégorie, à savoir la majorité, l'opposition et la société civile, est obligée d'en tenir compte dans la désignation de ses représentants. Signalons en passant que la plénière a donc préféré examiner le document du gouvernement au détriment de celui initié par le député national Emery Okundji. Les partis politiques à l'heure de l'apprentissage y suivent depuis ce mercredi un séminaire atelier sur la réforme de loi relative aux partis politiques. L'initiative est du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. L'objectif est d'emmener ces structures à se conformer au contexte juridique actuel. Ce séminaire bénéficie de l'appui des ONG Conrad et NDI. Le choisit la salle de conférence de Fatima dans la commune de la Gombe. Chez Mimamogo et Jean Péquet. 22 ans après l'annonce de la fin du parti unique par le feu maréchal Mobutu en RDC, cette décision avait permis le retour de plusieurs partis politiques sur la scène politique qui allaient devoir s'affronter démocratiquement pour bénéficier de la sanction du souverain primaire. Députés, sénateurs, présidents des partis politiques et ministères de l'Intérieur, tous ont pris part à cet atelier de réflexion initié par l'ONG Conrad et NDI sur l'avenir des partis politiques. De par ses origines, la Fondation Konrad Adenauer appuie les activités d'éducation civique et politique. Elle travaille dans la promotion et le respect des valeurs démocratiques au sein des partis politiques. Eugide Ngokoso, vice-ministre de l'Intérieur, est formel. Tous les acteurs de la vie politique aujourd'hui sont unanimes de la nécessité de doter le pays d'une loi sur les partis politiques qui servira davantage à la consolidation de la démocratie et à l'assainissement de l'espace politique. Au sortir de ces assises, les participants satisfaits interpellent le gouvernement de tenir en compte leurs propositions formulées par les séminaristes. Parce que le contexte politique a changé. Je crois que cette loi contient certaines faiblesses qu'il faut corriger, notamment en vue de la consolidation de la démocratie. Parce que le contexte dans lequel cette loi a été adoptée en 2004, c'était au sortir du dialogue intercongolais. Il y a eu plusieurs propositions d'amendements, mais qui en fait ne pourront jamais faire l'objet comment dirais-je, de ce qui pourrait s'imposer. C'est aux législateurs, de par les représentants de la population, d'en décider. Ces 2 journées de réflexion ont permis à tous ces partis politiques de sortir du concept d'une démocratie électorale et d'établir des vrais piliers d'un État purement démocratique en RDC. Dans le domaine économique, 66 millions de dollars américains, c'est l'enveloppe que la Grande-Bretagne offre à la République démocratique du Congo pour la réforme du climat des affaires en RDC. Le chef du gouvernement congolais a également discuté de la question de l'Est du pays avec l'ambassadeur Neil Wegan, je pense que je l'ai bien prononcé, ce mardi à la primature de Douendombe. La Grande-Bretagne reste aux côtés de la RDC et dans le domaine économique. Les partenaires visent d'abord l'amélioration du climat des affaires, un facteur important pour rassurer les investisseurs, d'où le nouveau programme pour la relance de ce secteur. Oui, nous avons lancé un nouveau programme de 66 millions de dollars
pour la réforme des climats des affaires en général. Donc nous avons discuté avec le Premier ministre concrètement ce qu'on peut faire pour avancer son programme. La situation de l'Est était également au menu. Bien que Londres ait élevé la mesure des suspensions de l'aide au Rwanda, elle qualifie de crédible le rapport publié par les experts des Nations Unies sur le soutien apporté par le Rwanda au M23 et s'en inquiète. Pourquoi accéder à la comptabilité informatisée? Comment connaître le périmètre de contrôle? Voilà, entre autres, autant de questions qui seraient examinées au cours de cette session de formation organisée à l'intention des agents et cadres de la Direction générale des impôts. Le but poursuivi à travers ces assises est d'informatiser tout le système de contrôle de comptabilité en vue de permettre à la DGI de maximiser les recettes du Trésor public. Monuf Bosso et Serge Koueté. Ils auront 3 jours d'intenses travaux pour se mettre à niveau. Vérificateurs, inspecteurs et gestionnaires de la Direction générale des impôts prennent part à ces assises. Il s'agit pour eux de renforcer leurs capacités en matière de contrôle et de l'utilisation des logiciels informatiques dans les entreprises. La DGI en pleine réforme voudrait se conformer aux standards des pays qui ont réussi à informatiser leur système de comptabilité. Alors c'est de leur présenter ce qu'on fait, ce qu'on réalise en France, et de les sensibiliser en fait aussi à l'approche du contrôle des comptabilités informatisées utilisées dans les entreprises. Pour les participants, cette formation vient à point nommé. Ils espèrent la mettre à profit pour mieux maîtriser l'outil informatique au bénéfice non seulement de l'entreprise, mais aussi et surtout du pays. C'est vraiment capital puisque avec le système réformé que nous sommes, on est buté des fois dans des difficultés puisqu'on se retrouve avec des comptabilités qui sont informatisées et des fois on a difficile à y accéder. Mais avec ce que nous allons avoir aujourd'hui, ça va nous permettre de pouvoir vraiment entrer en profondeur, même s'il y a un système informatisé, déceler tout ce qu'il y a comme anomalie, tout ce qu'il y a comme fraude. Et ça va bien marcher pour notre société. Plus on arrête la fraude par l'informatisation du système, plus on maximise les recettes pour le compte du Trésor public qui met à la disposition du gouvernement le moyen dont il a besoin pour construire les écoles, les hôpitaux, les ponts et d'autres réalisations en faveur de la population. Le taux directeur de la Banque centrale du Congo passe de 7,5 à 6%. En tout cas, c'est la décision du comité de politique monétaire qui a décidé de procéder à un assouplissement du dispositif de politique budgétaire. Une occasion pour le gouverneur de la Banque centrale du Congo de présenter à la presse la 4e édition du rapport sur la politique monétaire au premier semestre 2012. Jean-Claude Massangou se dit satisfait d'avoir atteint tous les objectifs de politique monétaire qui a nécessité une manipulation efficiente des instruments de politique monétaire. Reportage. La 9e réunion du comité de politique monétaire a permis à Jean-Claude Massangou de présenter au public la 4e édition du rapport sur la politique monétaire du premier semestre 2012. Selon le gouverneur de la BCC, la conjoncture internationale s'est distinguée par des préoccupations consécutives aux problèmes de la dette souveraine dans la zone euro. Le taux d'inflation réalisé à fin juin 2012 s'est situé à 5% contre une cible de 5,2%. Le taux d'inflation anticipé à fin décembre 2012 devrait s'établir à 7,6% contre une cible annuelle de 9,9%. La Banque centrale du Congo se dit satisfaite d'avoir atteint ses objectifs de politique monétaire en dépit de quelques vicissitudes. Étant donné les facteurs de risque tant internes qu'externes, force est de poursuivre une politique monétaire prudente et cette politique devra être menée de pair avec la politique budgétaire afin d'assurer à l'économie une offre de monnaie suffisante pour soutenir la croissance tout en évitant un emballement des prix. Sur le plan national, Jean-Claude Massangou rassure que l'évaluation de l'activité économique est encourageante sur le marché des biens et des services. Le taux d'inflation en rythme annualisé s'est situé à 3,45% en septembre contre l'objectif de 9,9% fixé par le PEC 2. Concernant la période des fêtes, caractérisée par une pression de la demande qui se traduit par des tensions sur les prix à la consommation, le gouverneur de la BCC se veut confiant. Aussi avec le niveau de réserve que nous avons aujourd'hui, d'à peu près 1,5 milliard de dollars, qui représente 2 mois
d'importation, nous sommes en confiance que nous pouvons passer le 4e trimestre et entamer le 1er trimestre de l'année prochaine sans qu'il n'y ait trop de problèmes, de tensions sur le marché, parce que nous avons les capacités intellectuelles, les capacités financières pour pouvoir agir et contrecarrer toute tendance à la hausse des prix. Par ailleurs, la Banque centrale du Congo prévient que la régulation de la liquidité continuera à s'effectuer au moyen des adjudications des billets de trésorerie. Dossier barrage hydroélectrique de Katende, l'affaire est au centre d'une vive controverse depuis quelques jours. Après le réajustement opéré sur le projet initial, le ministère des Ressources hydrauliques tient à rassurer l'opinion tant nationale qu'internationale que cet ouvrage sera bel et bien construit. Il a encore dit à une délégation des membres de l'espace Grand Kasaï. Suivez ce reportage de nos confrères de la RTV1. L'amélioration des conditions de vie de la population du Grand Kasaï par la matérialisation du projet Grand Katende a été la raison principale de cette rencontre. À en croire Denis Kambaï, l'électrification du Kasaï est une question de vie ou de mort, raison de ce lobbying auprès du ministre. Je voudrais vous rappeler que c'est une démarche au niveau de la coordination du Grand Kasaï Fondation. Nous sommes dit aller à la rencontre des décideurs de la République. Nous avons commencé aujourd'hui au niveau du ministère de l'énergie, parce que la problématique de l'électrification du Grand Kasaï, c'est un de nos objectifs les plus majeurs. Nous voudrons nous poser la question de savoir où nous en sommes avec la problématique de Chute Katende, le grand Chute Katende. Et aujourd'hui, nous avons eu toutes les informations auprès de son Excellence Bruno Kapandi, qui nous a vraiment convaincus par rapport à sa vision d'aller mollo-mollo dans ces grands projets, parce que l'électrification du Kasaï, c'est une question de vie ou de mort pour le Grand Kasaï. Étant satisfait et rassuré de l'entretien, le numéro 1 du Grand Kasaï promet de relayer le message à la base tout en restant impressionné par la sportivité du ministre. Moi, je voudrais d'abord saluer l'esprit de sportivité de son Excellence, Monsieur le Ministre. Nous l'avons contacté à peine et il a accepté de nous recevoir. Il a mis par devant nous tous ses experts, vous avez vu dans la salle. C'était un grand échange et nous sommes vraiment très satisfaits au niveau du bureau de Grand Kasaï, et nous allons faire la restitution au niveau de nos différentes bases, le 2 Kasaï, et de tous nos frères qui nous appellent à l'étranger pour comprendre un peu l'évolution de ces dossiers. Comme nous le disons, le Grand Kasaï, c'est un groupe de pression, c'est les lobbying que nous sommes en train de mener au-delà de nos considérations politiques, partisanes, et que nous puissions regarder dans une direction pour l'intérêt du peuple du Grand Kasaï. Affaire Adolphe Onosumba, son parti politique, l'Union des Congolais pour le Progrès, est sorti de son silence pour dénoncer la cabale montée contre l'un de ses cofondateurs. Au cours d'un point de presse tenu ce mercredi du parti Akitambo, son secrétaire général Bienvenu Akilimali a apporté toute la lumière sur cette affaire qui porte atteinte à la personnalité de l'un de ses membres, Bijoumboui et Bébi Malobou. Adolphe Onosumba n'est pas un violeur et n'a jamais commis de viol sur mineur. C'est là le sens du message de son parti politique. Devant la presse, le secrétaire général de l'Union des Congolais pour le Progrès relate les faits et prend le soin de démontrer avec des preuves tangibles que toutes les accusations portées contre leurs camarades relèvent de la mauvaise foi de certains hommes politiques qui veulent transformer certaines dispositions de la loi en fonds de commerce. Aujourd'hui, l'UCP peut affirmer haut et fort que la victime n'est pas une mineure. Et nous avons demandé que la fille puisse aller au niveau de l'INRB, qu'on puisse dater son âge à partir de ses dents. Et puis, nous ne sommes pas limités là-bas. Nous avons utilisé tous les moyens pour que nous puissions tomber sur les véritables identités de la fille, de la maman. Voilà que nous avons trouvé sa carte d'électeur qui nous a indiqué que la fille qu'on prétendait être une mineure était une grande maman responsable. Et donc, il n'y avait pas qu'à des viols. Indignée, l'Union des Congolais pour le Progrès voit derrière cette affaire la présence d'une main noire au regard de la célérité avec laquelle le dossier est traité. Je pense que c'est n'importe quoi. C'est une cabale montrée contre l'honorable Onosumba pour nuire à sa réputation et fragiliser l'Union des Congolais pour le Progrès, son parti politique, qui vient d'acquérir, avec les derniers arrêts de la Cour suprême, 3 députés nationaux. Et c'est ce qui donne de la folie à certains opérateurs politiques.
Envers et contre tout, le parti assure à Adolphe Onosumba tout son soutien et met en garde ses détracteurs. Par ailleurs, il condamne le viol et ne cesse de prôner les valeurs éthiques et morales. Le monde célèbre chaque 26 septembre la journée mondiale du cœur. À Kinshasa, aucune manifestation officielle n'a été organisée, mais cela a attiré notre attention du fait que le cœur est un organe noble de l'organisme humain. Ce muscle de plus ou moins 300 grammes est très important. Roger Kokusa, cardiologue et spécialiste des maladies des vaisseaux sanguins, recommande aux malades cardiovasculaires de se prévenir de certaines maladies liées au cœur. Mariam Boya et Jean Péquet. Passée inaperçue, la journée mondiale du cœur ne suscite pas d'enthousiasme dans la capitale, malgré son rôle dans l'organisme humain. Le docteur Roger Kokusa, cardiologue et spécialiste des maladies des vaisseaux, affirme que cette maladie est la base de plusieurs cas d'invalidité et se manifeste toujours à un stade plus avancé. Un muscle de plus ou moins 300 grammes qui se contracte de façon périodique et les recommandations de l'hygiène de vie. Nous avons ne pas fumer. 2, il faut bien contrôler son poids, ne pas prendre beaucoup de poids. 3, il faut une alimentation saine. Il faut manger beaucoup de fruits, beaucoup de poissons. Il faut éviter les matières grasses. Il faut faire des exercices physiques régulièrement. Il faut éviter la consommation exagérée de l'alcool. Parce que là aussi, quand on commence à consommer de façon exagérée de l'alcool, on est exposé à faire des maladies cardiovasculaires. Cette maladie à la base de décès précoces est liée à plusieurs autres maladies, telles l'hypertension artérielle, le diabète, le tabagisme, l'obésité. La maladie du cœur, dangereuse pour l'être humain, n'a aucune prise en charge sérieuse en RDC. Pourtant, plusieurs personnes en meurent. Combat contre la pauvreté par voie de prière, c'est la solution que préconise le pasteur Antoine Bichamba, chef de la congrégation Miracle, a restitué son séjour de Kindu à la presse. Il a promis de se rendre partout à travers le pays pour sensibiliser la population à se liguer comme un seul homme contre la lutte de la pauvreté. C'était au cours d'un point de presse qu'il a animé ce mercredi au siège de son église, Jemima Mogo, Charlie Tossi et Pati Alouma. La pauvreté est à la base de tous les comportements plusieurs fois décriés dans notre pays. Conscient de cette réalité, l'homme de Dieu Antoine Bichamba se lance dans une vaste campagne d'explication à travers le pays. Première étape, la ville de Kindu. Ici, le président de la congrégation de la Miracle est accueilli par son homologue Félix Tonio. Devant une foule de chrétiens, il exhorte l'assistance à revenir vers le Seigneur, la solution à tout problème. Je vais m'investir de près et de loin avec le Jésus que moi je sers pour atteindre n'importe quelle couche de Congolais, pour que tout le monde sache qu'il a été créé pour marquer son époque positivement, sans piller, sans voler, sans tuer, sans prendre les armes. De retour dans la capitale, le chef spirituel de l'église Miracle s'est résolu de restituer son séjour de Kindu à la presse. Convaincu du bien fondé de sa démarche, le pasteur Antoine Bichamba annonce une croisade force contre force qu'il organise à partir de ce mercredi. Et maintenant, nous sommes à Kinshasa. Ça commence aujourd'hui, le 26 septembre, de 16h à 19h jusqu'au 30 septembre, de 16h à 19h. Rejoins-nous. Écoute-moi. La pauvreté est une malédiction et quitter cette terre des hommes sans pour autant laisser des traces est une malédiction. De 16h30 à 19h30, les fidèles de Kinshasa pourront eux aussi expérimenter et voir la main de Dieu à travers son serviteur. On va rejoindre aussi Martin Bouyamba pour la revue de presse des journaux parus ce mercredi dans la capitale. Revue de presse. Comme il fallait s'y attendre, c'est la 67e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies qui fait le chou gras des journaux parus ce mercredi dans la capitale. Uhuru, qui ouvre le bal, se félicite de la présence de Joseph Kabila à cette assemblée, aux côtés de ses pairs venus de 5 continents. À cette occasion, le président de la République démocratique du Congo a réaffirmé avec détermination à la tribune son engagement à mettre un terme à la situation d'instabilité dans l'est de la RD Congo. Du haut de la tribune des Nations Unies, ajoute l'avenir, Joseph Kabila hausse le ton
La situation dans l'Est du Congo est inacceptable. Devant marteler Joseph Kabila Kabange, il faut condamner et sanctionner les auteurs de cette barbarie, condition sine qua non de l'efficacité et de la crédibilité. L'ONU veut croire le tabloïd. Le potentiel se réjouit de la condamnation faite par François Hollande contre le Rwanda par rapport à la situation de guerre qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ce coup de gueule de Paris à New York vient soutenir celui de l'Union européenne à Kinshasa, où on espère à des sanctions claires à l'endroit du régime de Kigali pour son soutien avéré au M23. Cette attitude est donc saluée par la classe politique. Le palmarès qualifie le tête-à-tête d'hier entre Joseph Kabila et Hillary Clinton d'un signal fort, car renchérit le quotidien, il a pour but d'éclairer l'administration américaine face à la position définitive à prendre concernant la crise congolaise. L'observateur parle d'autres matières à traiter au menu de la 67e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, à savoir le Mali, la Syrie, le nucléaire iranien, etc. Forum des As sur un autre chapitre rappelle à la SNEL que les Kinois sont lassés du délestage et des coupures du courant électrique. Conséquence, les Koulouna profitent de l'obscurité pour s'aimer la désolation dans certains quartiers de la capitale. La SNEL demeure loin de rencontrer les attentes de la population, mais à quand la fin du délestage et des coupures intempestives du courant? La question reste posée et le confrère attend la réponse. Un peu soucieux, le phare révèle une pratique qui est de mise depuis 6 ans au Katanga, précisément à Poeto. Les écoles de là-bas ne disposent plus d'un corps d'enseignants qualifiés. Des finalistes de la 6e primaire sont employés par défaut à cause de la carence des maîtres qui ont abandonné la craie en masse pour justement des activités plus lucratives, s'inquiète la Gazette. Nous nous permettons de lire ces phrases interdites. Madame Bitota de Lodja téléphone à son frère qui vit à Kikwit. Je t'informe que l'oncle Lomelamela est mort depuis ce matin. Il souffrait de quoi? Des complications pulmonaires graves. Et tu ne savais pas qu'il pouvait en mourir? Heureusement que le médecin nous l'a dit 2 jours avant sa mort. Sinon, ça allait être encore plus grave. Vous êtes avertis de votre côté, Anita? Pas de commentaires, Rosil Martin Bouyamba, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi à Kinshasa et à Brazzaville. Quant à moi, je vous retrouve le mercredi prochain à la même heure. Surtout, ne zappez pas. Au revoir. Les complots étaient déjà faits, les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960.